bienvenue Valentine, merci d'avoir accepté mon invitation à témoigner sur le blog. Merci puis bienvenue à toi. Écoute, avec plaisir Virginie. Avant de démarrer, peut-être je vais te laisser te présenter en 2 mots. Nous, on s'est connus par l'intermédiaire d'un blog que tu tiens qui s'appelle Parents en équilibre. Peut-être que tu peux te présenter, expliquer en 2 mots ce que tu fais dans la vie. Oui, tout à fait. Du coup, je suis Valentine Magnier et j'ai créé le blog Parents en équilibre qui s'adresse aux parents qui ont envie de prendre soin d'eux et pas se laisser un petit peu embourber des fois par la parentalité où on se retrouve à faire plus que ça à 100%. Et pour essayer de retrouver un état où on est un petit peu plus zen et qui finalement nous permet aussi d'être plus disponible pour nos proches, et puis à terme forcément plus heureux en famille aussi. Tout à fait, tout à fait. Tu fais d'autres choses aussi à côté, je pense que tu étais naturopathe. Je suis également formée, oui, en naturopathie et en réflexologie. Donc j'ai un cabinet dans la région Rhône-Alpes, au nord de Lyon. Voilà, donc je pratique ça également au quotidien. Très bien. Alors j'en viens du coup à l'auto-hypnose. Toi, quelle a été ta rencontre, j'allais dire, avec l'hypnose ou l'auto-hypnose? Comment ça s'est passé au départ? Et ce qui est plutôt amusant en fait, c'est que j'avais aucune idée qu'il s'agissait de l'auto-hypnose quand je l'ai rencontrée. Ouais. Donc moi, je pratique la sophrologie depuis 3 ans. Donc j'y suis arrivée justement au cours de ma vie de maman, un petit peu haletante avec le boulot, la vie de maman en retour, etc. J'ai cherché en fait une activité. Alors moi je suis une grande sportive à la base, mais j'ai senti à ce moment-là de ma vie que j'avais besoin de compenser en plus par une activité qui me détende, qui me relaxe en fait. Et par hasard, j'en suis venue à faire de la sophrologie. Et un des outils qu'on nous donne en sophrologie, c'est la visualisation. C'est quelque chose qui m'a énormément parlé tout de suite. Alors, il me semble que j'avais fait une première séance de découverte où tout simplement on nous avait proposé d'aller vers une image réconfortante, mais dans laquelle il n'y ait pas forcément d'affect. Donc, voilà, on était dans cet état un petit peu de veille dans laquelle nous met la sophrologie. Et puis, donc j'ai eu cette image qui est venue et l'intervenante en sophrologie nous a dit c'est quelque chose que vous pouvez réutiliser vous-même. Donc voilà, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Oui. Et puis, c'est comme ça, au final, que j'en suis venue à découvrir l'auto-hypnose, c'est-à-dire en réutilisant des outils qui m'étaient donnés en sophrologie, en les remettant un petit peu à ma sauce et en voyant que, par exemple, cette image qu'on appelle image ressource, alors, en plus, moi, elle est assez rigolote, celle de départ, parce qu'après, ça change un petit peu, des fois, au cours de la vie. On peut les faire varier, ajouter. Je balance un peu sur moi-même, mais ma première image, c'était en fait tout simplement mon doudou d'enfant. C'est vrai. Donc, voilà, objet réconfortant quand on est enfant, mais finalement, c'est la première chose spontanément qui m'est venue en tête et pour laquelle je n'ai pas un affect particulier en étant adulte, mais voilà, c'était l'image réconfortante. Et c'est vrai que, par exemple, des soirs où j'avais le mental un petit peu agité, où j'avais du mal à trouver le sommeil, j'essayais de faire ça, tout simplement, respirer. Visualiser cet objet, donc cette peluche, et essayer d'aller le plus précisément dans les moindres détails de cet objet. Et puis, je m'endormais de cette façon-là. Et c'est comme ça que j'ai découvert vraiment l'auto-hypnose. Mais à ce moment-là, je ne savais pas que ça en était. Et oui. D'ailleurs, pour ceux qui nous regardent, une petite précision par rapport à la sophrologie. En fait, la sophrologie, c'est la petite sœur de l'hypnose. C'est-à-dire que l'hypnose a été créée, puis ensuite, on a créé la sophrologie, la PNL aussi. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de points communs entre la sophrologie et l'hypnose. La différence étant qu'en sophrologie, on ne va pas forcément aller chercher à dialoguer avec l'inconscient, mais on est dans un état de transe un peu moins profond, quoi. Donc, on reste quand même très conscient de l'environnement, etc. Mais voilà, il y a d'autres utilités. Bref, c'était ma petite parenthèse pour expliquer un peu différence sophrologie-hypnose. Ok, donc... oui.
Tu fais bien de préciser parce que aujourd'hui, il y a tellement de disciplines au final qui se ressemblent que c'est pas toujours évident de s'y retrouver. Donc, c'est intéressant que tu fasses ce point-là. Ouais, je pense. Ok, donc toi, tu as commencé à utiliser l'auto-hypnose finalement, sans vraiment le savoir. L'objectif, c'était quoi? C'était de rester zen, comme tu dis, dans ces moments de parentalité ou autres, qui sont parfois un peu stressants? Alors vraiment au départ, parce que j'étais novice, même en sophrologie, donc je pratiquais pas ça depuis longtemps, et le point de départ, c'était vraiment essayer de me calmer. Donc de calmer le mental surtout, parce que moi je suis quelqu'un qui mouline pas mal là-haut, et donc notamment au départ, c'était au niveau du sommeil. Ouais. Et puis après, au fur et à mesure où j'ai avancé dans ma pratique de la sophrologie et donc du réemploi en fait des outils pour moi-même, donc en auto-hypnose, j'ai compris qu'en associant finalement la respiration, une image et un objectif, quel qu'il soit, c'était un peu la formule magique. Et donc, comme je le disais en début d'interview, moi je suis une grande sportive. Et donc j'ai pratiqué même mon sport, c'est le softball, c'est assez confidentiel, ça ressemble au baseball, c'est un sport de batte. Ah ouais, ok. Et en fait, j'ai essayé d'appliquer l'état d'auto-hypnose dans mon sport, qui est un sport où, tout le monde a vu peut-être un film américain où il y a un joueur qui tient une batte dans ses mains. Oui. À ce moment-là, on doit frapper une balle, et en fait, il faut savoir que même quand on est à très haut niveau, c'est quelque chose où on est plus dans l'échec que dans la réussite, en fait. C'est difficile de frapper une balle. Et donc, c'est un moment aussi où, justement, il faut essayer de se détacher du mental, parce que à ce moment-là, il y a tout, il y a le trac, la peur de ne pas réussir, le fait de devoir se concentrer sur cette balle, et si j'y arrive pas, et enfin, il y a tout un tas de questionnements qui arrivent à ce moment-là. Et donc, je me suis dit, tiens, si j'essayais là aussi de décrocher le mental en utilisant ces ingrédients magiques de l'auto-hypnose. Ouais. Et en fait, je me suis trouvée... j'ai appris à caler ma respiration sur le geste sportif, technique, et j'y ai ajouté une image qui est tout simplement celle... tu vois, quand tu as un ordinateur ou un jeu vidéo, le loading, où tu as ces barres qui augmentent en couleur. Et en fait, j'ai calé ma respiration là-dessus. Donc, inspire, je load ma force et mon énergie au maximum. Et quand j'arrive au vert à fond, c'est le moment où la frappe s'enclenche et où je lâche la respiration et où je suis au somme dans mon imagerie en tout cas. C'est le moment où je suis au summum de ma puissance. Ouais. Et en fait, ça a été incroyable, quoi. Vraiment, j'ai vécu une saison sportive où j'ai nettement... je vais dire nettement amélioré mes résultats, mais en fait, au-delà du ressenti, on a des statistiques, en fait, sur une saison. Et ce que j'ai pu observer, c'est que j'avais gagné énormément en régularité. Et à mon sens, là, ce que l'auto-hypnose m'a vraiment apporté, c'est dans un premier temps la capacité à se concentrer sur la chose précise, là, mon objectif qui était l'objectif sportif, et d'arriver à tenir ça en fait sur l'échelle d'une saison, donc c'est 3-4 mois. Et voilà, un autre exemple de pourquoi j'ai pu me servir de cette auto-hypnose qui est complètement différent du premier, mais... Exact. C'est vrai que l'hypnose est de plus en plus utilisée auprès des sportifs qui font appel parfois à des hypnothérapeutes pour justement travailler ce dont tu parles. Donc, je ne suis pas du tout étonnée. Ouais. Et pour rebondir sur ce que tu disais par rapport à l'image que tu avais du moment où ça charge là comme un ordinateur, je trouve que c'est intéressant aussi de pouvoir dire aux gens qu'on peut utiliser ses propres images. C'est vrai que moi, je fournis sur le blog beaucoup de techniques de visualisation où je dis voilà, vous pouvez visualiser ça ou ça. Mais comme tu dis, il y a cette image qui t'est venue spontanément d'un ordinateur en train de charger, et ça t'a aidé à te concentrer, à visualiser ça et à partir au bon moment, quoi. Donc oui, chacun peut se créer ses propres images de visualisation en auto-hypnose. Ok, c'est intéressant. Même je pense que c'est fondamental en fait d'y mettre sa patte et son imaginaire dans l'image qu'on choisit parce que
C'est comme ça qu'on va pouvoir, comment De dire, l'approprier. reprogrammer aussi nos émotions. Enfin, Ouais. si on a le temps, juste très rapidement, je donne un autre exemple d'une petite image. C'est par exemple quand je sens que je suis en colère ou quelque chose m'énerve, maintenant je me suis créé un automatisme, une petite image. Alors, elle peut sembler ridicule, mais peu importe. Moi, j'imagine tout simplement que devant mes yeux traverse une licorne. D'accord. Et voilà, ça te fait rigoler. En fait, moi aussi, ça me fait rigoler. Et Oui, bah donc, oui. ça désamorce ma colère. Et Et oui. c'est juste, c'est tout bête, mais en fait, juste de se dire, dès que je prends conscience que, ah, il y a quelque chose qui m'énerve ou qui me gonfle ou quelqu'un qui est en train de me taper sur le système, et paf, et juste, je fais passer, voilà, dans ma tête. Et en fait, ça me donne le sourire et pouf, ça calme tout de suite. Ben, c'est ce qu'on appelle un ancrage. Moi, j'en parle un moment sur mon blog, la technique de l'ancrage, en proposant un geste. Donc, c'est un stimulus kinesthésique qui utilise le geste. Mais toi, tu utilises un stimulus visuel. Tu t'imagines une licorne. Et donc, on est complètement dans un stimulus qui entraîne une réponse du corps, c'est-à-dire se calmer, ne pas se mettre en colère, etc. Ok. Est-ce qu'au début de ta pratique, tu as eu des difficultés? Est-ce que tu aurais eu besoin d'aide? Ou alors est-ce que tu as eu de l'aide dans ta pratique? Eh bien, je pense que la principale difficulté au départ, c'est d'arriver justement à se centrer sur cette image sans partir dans ses pensées. Oui. Les pensées, on a vite fait de se dire, bon, allez, je vais essayer de me calmer, je me concentre sur mon image, puis en fait, l'image elle-même va nous faire penser à autre chose, et puis on redivague. Et Donc, comment tu as fait pour réussir à te concentrer? c'est une bien bonne question. Je dirais qu'avec la pratique, en fait, bah déjà de pas. Alors, moi, je suis hyper anti-culpabilisation, donc de pas se dire oh là là, j'arrive même pas à me concentrer. Ouais. Ouais, juste, bah, si les pensées partent, bah, elles partent, et puis on revient petit à petit vers son image, ou peut-être qu'on n'en aura pas besoin et qu'on va quand même réussir à se détendre en laissant divaguer sa pensée. Et puis après, je pense que c'est vraiment à force d'entraînement de repratiquer, puis petit à petit, ben, on arrive à se focaliser de plus en plus, se concentrer de plus en plus, et ça demande de moins en moins d'efforts. C'est vrai. Et du coup, par rapport à ça, d'ailleurs, ta pratique aujourd'hui, tu pratiques régulièrement? C'est tous les jours? C'est quand tu en as besoin? Comment ça se passe? Moi, ma pratique personnelle, c'est plus... Il n'y a rien de vraiment fixé, c'est plus du feeling quand je sens que j'en ai besoin. Et comme je te dis, là, cette petite image de la licorne, par exemple, c'est vraiment tout récent, où je me suis dit, bah tiens, qu'est-ce que tu pourrais trouver un truc rigolo pour les moments de colère? Et paf, je me suis dit, ah tiens, on va essayer ça. Et ça fonctionne bien. Et voilà, oui, ça fonctionne bien. Donc c'est plus, plus au besoin. Après, dans les disciplines, on va dire, qui se rapprochent un petit peu de ça, je pratique assez régulièrement des méditations aussi, des méditations guidées. Oui, tu en proposes d'ailleurs, je crois, sur ton blog. Ouais. J'en propose sur mon blog, donc Parents en équilibre, il y a un onglet en haut avec un accès à des méditations guidées. Et je trouve que c'est quelque chose qui peut aider, qui est assez complémentaire de l'auto-hypnose, parce que quelque part, on est guidé, donc ça rassure dans un premier temps. Ça peut permettre des fois de faire une expérience complète où on a ces idées qui vont, qui viennent, mais on a une voix qui nous recentre. C'est vrai. Et je trouve que c'est un outil qui peut nous donner ensuite suffisamment confiance pour s'autoriser à dire, allez, tout seul aussi, je vais pratiquer l'auto-hypnose en reprenant peut-être des outils, des méditations que j'ai pu vivre, de ce qui m'a parlé, ce qui a été peut-être plus facile pour moi au départ. Tout à fait. Ok. Du coup, oui, ça pourrait être un conseil, peut-être d'ailleurs pour ceux qui débutent, peut-être de commencer par la méditation ou par un outil qui s'en approche. Est-ce que tu aurais d'autres conseils à donner à des personnes qui débuteraient dans l'apprentissage de l'auto-hypnose? Oui, je pense le conseil, ça serait de vraiment pas de limite à l'imagination, en fait. De dire dans sa tête, on a un monde qui est infini. On voit bien les enfants, par exemple, ils ont cette capacité à imaginer des trucs complètement insensés, farfelus.
Et nous, on a été enfants avant d'être adultes, donc on a cette capacité aussi que petit à petit, on perd parce qu'on ne pratique plus. Mais au final, en se relaissant la possibilité d'imaginer tout ce qu'on veut dans sa tête, on peut trouver des images vraiment percutantes. Et c'est le conseil que je donnerais, c'est ça en fait, de ne pas se freiner, pas se dire oh là là, c'est n'importe quoi, mais juste s'autoriser à vivre et voir ce qu'on veut. Tant que ça nous fait du bien, en fait. Il n'y a personne qui voit ce qu'on est en train de penser. Et voilà. Au pire, ça ne fonctionne pas et on n'a rien perdu du tout. Et puis, au mieux, et en tout cas dans mon expérience, ça a été le cas, ça fait vraiment du bien. Donc, c'est le conseil que je donnerais, je pense. Ok, super. Écoute, merci. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter ou on a fait le tour non. Écoute, merci à toi pour cet échange, en tout cas. Merci. J'espère que ça aura donné envie aux personnes qui nous regardent de s'initier à l'auto-hypnose et puis de s'y mettre et d'en retirer tous les bienfaits que toi, ça te procure apparemment en tout cas. Et merci encore Valentine et puis je te dis à bientôt. Hein. Merci beaucoup Virginie, à bientôt. Salut. Au revoir.